tous. Je vous remercie pour votre présence à cette table ronde proposée par le professeur Soutou sous le thème de culture et puissance. Je vais rapidement juste remercier le professeur Soutou pour cette initiative et ne plus le présenter puisque c'est un habitué des lieux et nous le connaissons parfaitement depuis le début septembre. Et simplement vous rappeler à tous qu'il nous a brillamment éclairé sur les buts de guerre notamment et aussi sur les enjeux géopolitiques des guerres à la fois de Corée et d'Afghanistan. Et je vais juste maintenant le laisser nous présenter ses invités et le thème de la soirée. Merci beaucoup. Merci, colonel. Ceci fonctionne, j'ai l'impression. Mon colonel, mesdames, messieurs les officiers, mesdames, messieurs, je vais d'abord vous présenter les membres de notre table ronde en les remerciant une fois de plus de se joindre à nous ce soir. Je commence dans l'ordre de parution, si j'ose dire, enfin des différents exposés. Je vous ferai une introduction générale. Ensuite, Madame le professeur Chantal Delsol vous parlera des aspects, disons, plus philosophiques, théoriques d'une question qui est beaucoup plus complexe qu'il y paraît en 3 mots. Hein. Bon, culture et puissance, ça demande beaucoup de réflexion. Ensuite, professeur Jean-Louis Ferrari de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, alors que mes 2 consoeurs ici présentes sont comme moi de l'Académie des sciences morales et politiques, nous traiterons du cas romain, de Rome, la Rome impériale, l'Empire romain, n'est-ce pas, qui est tout à fait passionnant pour notre propos. Madame le professeur Marianne Bastine-Bruguière nous parlera d'un autre cas d'école tout à fait fascinant pour cette question, c'est la Chine, dont elle est spécialiste reconnue au niveau international. Et je terminerai moi-même par une réflexion sur les problèmes actuels du soft power du point de vue occidental. C'est une notion qu'il faut approfondir. Je vais donc, en quelques mots, d'abord délimiter le sujet qui présente une première ambiguïté. Le mot culture a 2 sens, en fait. Surtout en français, on ne le distingue pas, à la différence d'autres langues où on le distingue davantage. Vous avez la culture au sens de haute culture, la littérature, les arts, les sciences, car il y a une culture scientifique, bien entendu, la philosophie. Bon. Et puis, vous avez quelque chose de plus large qu'on appelle la civilisation et qui englobe, je dirais, l'ensemble des modes de vie. Étant entendu qu'on ne peut pas établir une distinction trop absolue entre culture et civilisation, surtout lorsque l'on traite de questions de puissance. C'est une difficulté que nous serons amenés à retrouver. Je pense que certains exposés prendront plutôt la culture dans le sens de haute culture, si vous passez l'expression, d'autres tiendront davantage compte des problèmes de civilisation. Ensuite, deuxième problème, lié à la première question d'ailleurs. Vous avez des phénomènes culturels qu'on appelle maintenant l'acculturation. Ça se produit, par exemple, dans les empires coloniaux. Ça se produit à l'État, ça s'est produit à l'État, je dirais, emblématique. C'est probablement l'exemple le plus frappant de réelle acculturation en Amérique latine, entre les cultures locales et la culture espagnole importée, avec un syncrétisme tout à fait étonnant et que l'on peut voir quand on visite l'Amérique latine, y compris dans les monuments, les musiques locales. Enfin, il y a beaucoup d'éléments de réelle acculturation. Il est évident que dans ces cas, disons, de colonisation au sens le plus large du terme, la culture est à la fois un moyen de la présence coloniale, mais aussi la conséquence de cette présence et de la puissance coloniale. On est aux limites du sujet. On est là aux limites du sujet. Il est clair que nous ne parlerons pas de la colonisation européenne au XIXe siècle, alors qu'il y aurait beaucoup de choses à dire de certaine façon. Nous ne parlerons pas non plus ce soir des phénomènes d'acculturation en Amérique latine. Il y a des zones intermédiaires. Dans le cas romain, je laisserai évidemment Jean-Louis Ferrari nous en parler, mais si vous prenez le cas des Gaulois réfractaires, n'est-ce pas, sur Rome, ils n'ont pas été si réfractaires que ça
à la civilisation romaine et pour finir à la culture romaine, puisqu'il y a un moment où vous ne savez même plus, enfin, commun des mortels ne sait même plus si un auteur latin est d'origine italienne ou gauloise. C'est une véritable fusion culturelle. C'est un cas tout à fait intéressant. On est aux limites du sujet, n'est-ce pas? Il faut, à mon avis, pour traiter le sujet que nous nous posons ce soir, qui répondait d'ailleurs au départ à une demande des stagiaires de l'an dernier, n'est-ce pas? C'est un échange qu'il y avait eu avec vos prédécesseurs de l'an dernier. Il faut que l'action culturelle, du point de vue de la puissance, soit consciente. Il faut qu'il y ait une politique culturelle, pas simplement une évolution culturelle comme une donnée, comme un fait. Il faut qu'il y ait une volonté d'action culturelle. Le terme d'action culturelle est tout à fait classique. Il fait partie des tâches même de certaines institutions françaises, y compris d'ailleurs le Quai d'Orsay. Bon, c'est tout à fait classique. Il faut qu'il y ait une prise en compte de la culture comme un facteur ou comme un moyen de puissance. Il faut donc, pour rester dans le cadre de ce soir, qu'il y ait un minimum d'approche stratégique. Je vais faire comprendre très vite ce que je veux dire. Nous sommes à l'école de guerre, n'est-ce pas? Donc, on n'oublie pas cet aspect de l'action culturelle dans un but d'influence, voire de puissance. Bon. Il y a des exemples historiques tout à fait classiques. Le phénomène n'est pas nouveau. Si vous prenez l'Empire byzantin, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, il est pratique tout à fait systématiquement l'action culturelle, ce que nous appelons aujourd'hui l'action culturelle, pour éblouir les barbares. L'Empire byzantin, c'est l'Empire d'Orient après la chute de l'Empire d'Occident, à partir du VIe siècle. Il durera encore à peu près 1000 ans, mais dans une situation stratégique difficile, avec beaucoup d'adversaires, beaucoup de problèmes. Et il utilisera tous les moyens, c'est passionnant du point de vue de la stratégie d'ailleurs, mais il utilisera également les moyens de l'action religieuse, la religion orthodoxe grecque, et également le riche héritage culturel grec qui s'était retrouvé finalement à Byzance, alors qu'à l'ouest du continent européen, il était largement oublié. Et les visiteurs étrangers, qu'ils viennent d'Europe occidentale, qu'ils viennent d'Anatolie, qu'ils viennent du monde arabe, étaient frappés systématiquement, quand ils arrivaient à Byzance, par des rituels. Il y avait un rituel spécial pour recevoir les délégations étrangères qui était fait pour impressionner, n'est-ce pas, montrer la supériorité culturelle. Là, c'était tout à fait net. Vous avez un exemple plus proche de nous, c'est Louis XIV à Versailles. L'une des raisons de la construction fastueuse et très étudiée de Versailles et tout ce qui entoure le château fait partie, pas simplement des plaisirs du roi, mais la volonté de rayonnement. On a l'exemple fameux, la fameuse ambassade de Siam, n'est-ce pas, venue à Versailles, à laquelle on montre les fastes de toute une culture, toute une civilisation. Sur le plan artistique, culturel, et même sur le plan des installations techniques qui sont nombreuses à Versailles, on a un résumé, une exposition permanente de ce que la France fait de plus grand et de mieux à l'époque. Dans le sens moderne, disons à partir du XIXe siècle, d'une action culturelle vraiment ciblée pour l'influence et de façon absolument consciente, premier exemple, au XIXe siècle, c'est peut-être la création de l'Alliance française en 1883, qui est une association destinée, 1883, c'est après la guerre de 70, et à la défaite française, et à un moment où il faut réaffirmer le prestige culturel et le rôle culturel de la France face à l'étoile montante qui est la culture allemande, bien entendu, qui tend à dominer après la défaite française. On réaffirme cet héritage linguistique, littéraire et culturel français par un réseau de missions dans beaucoup de pays du monde, réunis en une association, Alliance française, qui sera le modèle bien des organisations de ce genre et qui est l'ancêtre des instituts culturels français à l'étranger ou de l'actuel Institut français, qui n'est pas l'Institut de France, c'est l'organisation chargée de diffuser la culture, le livre français, les arts français, n'est-ce pas, à l'étranger. Et aujourd'hui, très actuellement. Et ça, c'était pour les
responsables français de l'époque, vraiment une influence culturelle. Mais ça pouvait aller jusqu'à une volonté de puissance, c'est-à-dire d'action vraiment dans le monde, pas simplement d'influence, mais d'action très précise. C'est le cas, par exemple, ça vous surprendra peut-être, mais l'Allemagne de Guillaume II, avant la guerre de 14, avait déjà développé toute une politique culturelle dans ce sens, correspondant à la volonté de l'empereur Guillaume II d'étendre l'influence de l'Allemagne au niveau mondial, hisser l'Allemagne au niveau des grandes puissances mondiales, comme l'Angleterre en particulier, c'était son modèle en permanence. D'où une politique culturelle extrêmement active, appuyée sur des réseaux d'instituts, y compris des instituts archéologiques dans des régions intéressantes au Moyen-Orient, et également par tout un développement par exemple, d'invitation ou d'appel dans les universités allemandes. Il est intéressant de constater qu'il y a une caractéristique commune entre tous les grands dirigeants historiques des mouvements de libération de l'Inde, des négro-africains, etc., 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 des négro-américains, pardon, dans tous les années, des années 20, 30, 40. Ils ont tous fait leurs études en Allemagne avant la guerre de 14. C'est extrêmement intéressant, c'est pas bon. Et c'est poursuivi ensuite par le Troisième Reich, qui a eu une action culturelle fondée essentiellement sur la diffusion de la musique allemande. À une époque où la diffusion radiophonique était encore rare et pas très au point techniquement, les Allemands avaient une avance considérable dans les industries du son et faisaient reposer la propagande aussi leur rayonnement culturel par la diffusion de concerts musicaux de qualité exceptionnelle, bien entendu, n'est-ce pas? Bon. Tout ça a été imité par les autres pays. Les Anglais ont créé le British Council en 1934, c'est-à-dire British Council, une association pour diffuser la culture anglaise à l'étranger, etc. En 1934, face à la propagande nationale socialiste, c'est absolument voulu, c'est une réponse systématique. On est vraiment au niveau international de la puissance. Les Italiens avaient créé en 1989 l'association Dante Alighieri, qui avait aussi pour tâche de diffuser la culture italienne, avec chaque fois, je dirais, un cocktail variable entre l'influence culturelle et, d'autre part, la volonté de puissance proprement dite. Très bel exemple également, ce sont les États-Unis après 1945. Vous avez à la fois influence et volonté de puissance. Ils ont un modèle, le mode de vie américain, un modèle diffusé par le film essentiellement, d'où l'intérêt apporté par les États-Unis à la négociation des accords commerciaux après 1945 pour pouvoir diffuser les films d'Hollywood en Europe et en particulier en France, qui est un modèle à la fois culturel et social, ça vous le savez bien. C'est également, il ne faut pas l'oublier, le rôle des fondations américaines, qui est devenu un rôle mondial, en tout cas européen puis mondial, dès la guerre de 14, pour toujours diffuser ce qu'on appelle l'American Way of Life, c'est-à-dire cet ensemble formé de libéralisme politique, de libéralisme économique et de mode de vie démocratique. Avec en plus, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, une véritable approche artistique, c'est l'irruption de l'école de New York dans les arts plastiques à partir des années 50. Et c'est également vrai sur le plan culturel, avec la diffusion d'un modèle culturel, je résume, je caricature en résumant, mais il faut rappeler ces épisodes, nés, disons, en Californie à partir des années 50-60. Il est évident que ces différentes approches culturelles américaines confortaient ce que notre collègue Pierre Mélandry a appelé le siècle américain. Il y a eu le siècle de Louis XIV, il y a eu le siècle de Périclès, le siècle de Louis XIV, il y a eu le siècle américain, si on veut, qui est un mélange à la fois, et on reviendra là-dessus, de puissance politique, de rayonnement, mais aussi de rayonnement culturel. Pour la Grèce de Périclès, la France de Louis XIV, ou les États-Unis, je dirais, jusqu'à une période toute récente, tout ça ne se divise pas, est indistinguable, et je pense est clair. Voilà, je pense, après cette courte introduction, je donne la parole à Madame Delsol. Ah, il fallait peut-être que je prenne celui-là, non, c'est bon. Oui, bon, chers amis, je vais vous donner quelques précisions
philosophique, m'a demandé Georges-Henri Soutou, sur ce que peut être une puissance culturelle ou en quoi la puissance et la culture peuvent se rejoindre. Alors, il faut commencer par dire que la différence entre ce qu'on appelle, on est bien obligé d'appeler plus ou moins en anglais soft power et hard power, correspond à une différence entre les deux manières de réduire un adversaire à merci, à savoir, d'un point de vue individuel, soit la violence, soit le langage. On sait très bien que l'enfant qui n'a pas appris à parler tape. C'est l'un ou l'autre, au fond. Et ce sont là donc deux types de relations entre les humains. Et cette alternative entre les deux est difficilement dépassable. On n'a pas trouvé de troisième terme, si tant est qu'on en cherche. À ce point que dans notre histoire, on considère que l'âge des Lumières nous fait passer, enfin à tort ou à raison, on peut en discuter, nous fait passer de l'époque du guerrier, qui frappe physiquement, à l'époque du marchand, qui négocie, donc qui parle. Il y a donc bien une puissance par la force et une puissance par la culture qui est traduite en langage. On peut affirmer que toute entité géopolitique, toute entité historique, sociale, politique, veut la puissance pour elle-même et pour éventuellement son expansion. Mais il y a deux manières de conquérir ou de conserver la puissance, soit par la force, soit par le discours et la culture. Donc il s'agit d'essayer de préciser comment le discours s'y prend pour obtenir un résultat qui soit aussi bon que celui des armes, et quels aspects culturels il mobilise pour désarmer l'adversaire. Comment peut-on désarmer l'adversaire par la culture, le discours? Il me semble que ce discours peut prendre deux aspects, que évidemment je résume. Donner envie, jeter la honte. On verra finalement que ces deux aspects se rejoignent souvent. Alors, donner envie, bon, voilà un acteur, Georges-Henri Soutou vient d'en parler, qui étale et qui apporte des avantages matériels et culturels qui sont si manifestement avantageux qu'il va étendre sa puissance par le désir d'imitation qu'il engendre. Alors, ça, c'est toute l'histoire de l'Occident depuis le début de la modernité, et peut-être même avant, ça se discute. Pendant le XIXe siècle et la première moitié du XXe, l'Occident a dominé le monde, en général, non pas en combattant, même s'il y a eu aussi des combats, vous le savez, mais surtout par sa position de modèle civilisationnel. Cette occidentalisation a commencé en Russie sous Pierre le Grand, fin XVIIe, en Chine au début du XIXe siècle. Elle s'accomplit durant toutes ces périodes en Turquie, dans nombre de pays musulmans, etc. Et partout, les mœurs nouvelles qui sont apportées par l'Occident sont réclamées par une élite silencieuse et souvent étouffée à l'intérieur même des pays concernés. Évidemment, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé en Chine lorsque certains lettrés, très anciennement, paraît-il, cherchaient à abolir le bandage des pieds, par exemple, ou la révolte de certaines femmes dans les pays musulmans, durement réprimée pour obtenir un peu plus de liberté pour les femmes il y a déjà assez longtemps. Disons que dans l'ensemble, les mœurs occidentales font envie parce qu'elles vont dans le sens de l'émancipation, de l'ouverture, de la liberté. Et les sociétés en question, les sociétés occidentalisées, ne s'y sont pas trompées puisque très rapidement, elles vont se défendre contre ce qu'elles considèrent comme une agression culturelle. C'est une agression. En Russie, par exemple, vous avez un courant de pensée très important qui est né au début du XIXe siècle, dit slavophile, ou slavophilisme, qui met en cause l'occidentalisation comme instrument de puissance. Un très bel ouvrage là-dessus, dirigé par Michel Niqueux, qui s'appelle L'Occident vu de Russie. Nous avons un très grand nombre de textes. Mais beaucoup plus souvent, cette volonté d'imitation, qui est d'abord instinctive, mais comprise plus tard comme une domination, va engendrer, au moment même de la prise de conscience et après, une révolte acharnée contre ce modèle. C'est le cas aujourd'hui, je crois, dans un certain nombre de cas, notamment, par exemple, en Chine, si on lit le document numéro 9, mais je n'en parle pas puisque nous avons ici une spécialiste de la Chine qui dira les choses bien mieux que moi, mais c'est aussi vrai dans les pays musulmans, ce qui provoque un radicalisme, le radicalisme de certains musulmans.
on voit ici que c'est véritablement là un acte de puissance, puisqu'il consiste, au fond, à faire de l'autre un autre soi, puisqu'on le pousse à imiter une culture. Autrement dit, sans utiliser les armes, on le réduit. On le réduit à être comme soi-même. Alors, le deuxième point, je l'appellerais « jeter la honte ». Heureusement, la morale est universelle, c'est-à-dire que elle est différente selon les pays, mais elle n'est pas si relative que ça. Partout, le bien, c'est ce qui réunit, et le mal, c'est ce qui sépare, dans toutes les cultures et civilisations. C'est ainsi qu'un acteur peut donner des leçons de morale à un autre sur la scène internationale, même si, évidemment, quand on en arrive à des points dits de détail, ça peut se discuter, les choses sont plus compliquées. C'est-à-dire que si la leçon est justifiée, elle suscite la culpabilité et la honte. Autrement dit, elle désarme par la culture. Ici, de façon négative, alors que dans le premier cas, c'était de façon positive. Évidemment, il est impossible, par exemple, de savoir ce que nous ont apporté en termes de puissance tous nos grands discours sur les droits de l'homme. Mais nous sommes sûrs quand même que le discours est puissant. Celui qui dénonce un scandale va désarmer le coupable parce qu'il le démoralise. Ça a commencé très tôt. Il y a eu une très bonne thèse qui a été faite il n'y a pas très longtemps sur les massacres du Palatinat à la fin du XVIIe. Ces massacres sont devenus un scandale, alors que jusqu'à présent, les massacres de ce type n'étaient pas véritablement des scandales. Le scandale, je vous le rappelle, c'est une pierre sur le chemin qui fait trébucher. C'est scandalone, c'est ça. Ce sont des actes qui font horreur et appellent à la dénonciation publique. Les contemporains qui ont vu les massacres du Palatinat ont vu et ont compris que la mémoire en serait entachée et que la France était menacée, je cite, du récit perpétuel de ces actes effroyables pendant les siècles des siècles, parce que c'était la France qui était responsable. Aujourd'hui, je pense que le cas de l'Allemagne est significatif. Pendant un siècle, le problème des pays voisins, notamment de la France, a été de réduire la puissance de l'Allemagne, mais rien ne dit que l'Allemagne ne serait pas en train de fomenter, par exemple, une autre guerre si elle n'était pas entièrement désarmée par la honte. Je pense que nous avons, d'une certaine manière, évidemment sans le vouloir, désarmé les Allemands. Les Allemands sont désarmés par la honte. Alors vous me direz, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela ou si vous jugez cela excessif ou faux, mais il me semble que cette manière de jeter la honte peut fonctionner. Au fond, c'est le noté d'infamie de Voltaire. Ça a été bien analysé par Burke, par Cochin, un certain nombre, ce qu'ils ont appelé la condamnation publique au mépris. Alors, je ferai simplement 2 remarques en terminant. Le phénomène que nous observons ici, le phénomène de puissance par la culture, est un phénomène juste humain. Il n'est pas historique, il n'est pas occidental spécialement. Il tient à l'être même de l'homme qui est capable de désarmer les autres à la fois soit par la force, soit par la culture. Tout empire puissant cherche l'hégémonie par la culture autant que par la force. Et puis, deuxièmement, je dirais qu'il y a eu un premier moment de l'histoire moderne de l'Occident, qui a consisté à donner envie. Ça a été l'occidentalisation du monde. Et je pense que de plus en plus, il est difficile de donner envie, pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas le temps d'analyser ici. Alors on s'efforce de jeter la honte. Ce qui est d'une certaine manière plus facile parce qu'on a davantage peur du mal qu'on a envie du bien. Et puis on serait davantage d'accord, c'est plus facile de tomber d'accord sur le mal que sur le bien pour toutes sortes de raisons. Donc nous essayons de jeter la honte, ce qui d'ailleurs fonctionne de moins en moins bien. Il y a toujours des dirigeants qui sont parfaitement insensibles à la honte, comme Mao Tse-tung. Il y a de très belles pages de Mao Tse-tung qui dit « Vous me dites que j'ai assassiné 50 000 personnes, mais non, j'en ai assassiné 300 000, là, vous êtes complètement en dessous de la réalité, etc. » Mais néanmoins, jeter la honte, ça peut fonctionner, mais on peut avoir l'impression aujourd'hui que ça fonctionne de moins en moins. Alors, je vous laisse là parce que vous m'avez dit, vous m'avez donné un certain temps que je ne veux pas dépasser à cause des autres. On pourra revenir sur
Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup, Chantal. Je donne la parole au professeur Jean-Louis Ferrari. Normalement, votre micro est allumé. Veuillez le tester. Voilà. Parfait. Alors, l'exemple romain est intéressant parce que, pour ce qui est de culture et puissance, en fait, il peut être examiné de deux points de vue qui correspondent aux deux grandes parties de ce qui sera la partie occidentale et la partie orientale, qui est essentiellement une partie hellénophone. En Occident, c'est-à-dire à l'ouest de l'Italie essentiellement, on a véritablement un phénomène qui est celui dont a parlé mon confrère professeur Soutou, qui est un phénomène d'acculturation, de modèles qui s'imposent avec une particularité qui est que très tôt, ce modèle s'impose d'autant plus qu'il est doublé d'une intégration, ce qui ne va pas de soi, car il peut y avoir un modèle sans intégration. Les Romains eux-mêmes commencent en quelque sorte par un modèle sans intégration. Les cités voisines ou les peuples voisins sont privés de leur autonomie politique, sont incorporés sans que les membres de ces communautés aient le droit de participer au pouvoir politique. C'est une structure extrêmement inégalitaire. Et puis, on voit progressivement en Italie le passage de cette acculturation sans intégration politique à un passage où il y a l'intégration politique avec la participation au droit de vote, au droit d'exercer les magistratures. L'un des modèles les plus intéressants qui se met en place progressivement et qui véritablement devient un modèle à la fin du 1er siècle, au moment où il y a eu une révolte des alliés italiens de Rome qui ont obtenu la pleine participation politique et où s'instaure une catégorie intermédiaire qui va permettre d'étendre ce modèle. C'est ce qui est créé en Italie du Nord d'abord et qui sera ensuite développé en Gaule, dans la péninsule ibérique et dans toute la partie occidentale de l'Empire surtout, c'est-à-dire un statut qui est le statut dit de droit latin, qui est tout à fait intéressant puisque ceux qui l'obtiennent ont une participation juridiquement, du point de vue du droit, à la vie sociale essentielle. Ils ont la possibilité d'accéder aux tribunaux, la possibilité de contracter un mariage qui soit reconnu et légitime, mais où il y a une participation graduée au pouvoir politique. L'idée qui est mise en place, c'est que c'est l'exercice au niveau local du municipal, c'est l'exercice des magistratures qui donne l'accès à la citoyenneté romaine et donc la possibilité d'obtenir le statut pleinement de participant à la communauté dominante. Et c'est véritablement le système qui va se généraliser, qui est donc un système d'intégration et en même temps de participation qui se développe. Et naturellement, ça se fait dans un contexte qui est celui non pas d'une démocratie au sens le plus large, comme la démocratie grecque du 5e siècle, mais d'un système beaucoup plus oligarchique, où le pouvoir est confié aussi bien au niveau local du municipe qu'au niveau de Rome à une catégorie restreinte. Et c'est donc cette catégorie restreinte qui se voit confier l'accès à la citoyenneté romaine. C'est lié à un dernier point, qui est le fait que Rome n'a
absolument pas les capacités de contrôler par une forme d'administration directe les immenses territoires qu'elle domine. Il y a un contrôle par l'armée, mais qui va être progressivement un contrôle aux frontières et non pas une surveillance de l'ensemble du territoire. Et il y a un maillage de cités, de municipes et de colonies. Et Rome a besoin de pouvoir s'appuyer sur des élites politiques et de pouvoir compter sur leur collaboration, précisément en leur permettant d'accéder au statut de citoyen romain. Ça, c'est le système de la partie occidentale de l'Empire. Et puis il y a un autre système où on a un autre aspect des rapports entre culture et puissance, qui est ce qui se passe dans la partie où il y a la civilisation grecque qui domine. Il y a là un modèle politique qui est différent, qui est celui de la cité, qui a bien sûr beaucoup de points communs avec le municipe de la partie occidentale, mais qui a quand même des différences qui resteront. Et il y a surtout un fond culturel qui est extrêmement fort et que les Romains reconnaissent au point de ne pas vouloir imposer leur langue, sauf dans des domaines très précis. Le latin est la langue fondamentalement de l'armée, du droit et d'un certain nombre d'actes administratifs. Pour le reste, et pour tout au point de vue local, la langue est le grec. Et il y a donc ici une autre limite qui apparaît à l'acculturation. Il n'y a pas véritablement acculturation, il y a simplement le fait de favoriser une évolution, en particulier une évolution oligarchique du gouvernement des cités, qui aille dans le sens qui convient au gouvernement impérial tel que je l'ai précisé, c'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur des élites locales auxquelles est conférée la citoyenneté, les conférer d'ailleurs avec moins de générosité au début qu'elle ne l'est dans la partie occidentale. Une plus grande autonomie locale a comme pendant un accès plus limité ou plus lent à la citoyenneté romaine. Et un dernier aspect sur lequel je voudrais insister, c'est que les Grecs ont véritablement joué cette carte. Ils ont l'habitude de jouer, les cités grecques ont l'habitude de jouer une carte qui est le modèle qu'elles représentaient à l'époque classique, et qu'elles ont joué d'abord dans le contexte hellénistique face à de grandes puissances qui étaient les monarchies. Et elles ont favorisé à ce moment-là le désir des rois de rivaliser entre eux à celui qui se poserait comme le défenseur de la liberté des Grecs. Leur idée, dans un premier temps, ça a été de faire de Rome le successeur, en quelque sorte, de ces rois hellénistiques. Et ça s'est réalisé quelques années lorsque Flamininus, en 196, dans une grande cérémonie à Corinthe, proclame la liberté des Grecs contre la Macédoine. Ça n'a pas duré, tout simplement parce qu'il y avait une contradiction fondamentale. Le principe de la liberté des Grecs, c'était celui qui entrait dans un équilibre des puissances. Or, ce que les Romains veulent, ce n'est pas exercer leur puissance, dans un premier temps, de façon immédiate sous la forme de création de provinces. Ce qu'ils veulent, c'est être la seule grande puissance dans une zone donnée. Et tous les traités qu'ils concluent dans un premier temps consistent à interdire successivement aux Macédoniens, aux rois de Syrie, de pouvoir exercer la moindre influence sur la Grèce. Mais naturellement, ceci est incompatible avec l'idée d'un équilibre des puissances. C'est l'opposé. Et donc, le modèle d'un défenseur des cités, qui était lié à cette idée d'équilibre des puissances, ne peut pas durer. En revanche, les cités jouent quand même du prestige culturel dont elles disposent, et il va y avoir un jeu, un autre jeu qui va se mettre en place, qui est que les Romains achèvent en quelque sorte
dans l'Asie mineure et le Proche-Orient. Un processus d'hellénisation qui a été commencé après les conquêtes d'Alexandre, surtout, et qui n'était pas totalement achevé, processus d'urbanisation et processus d'acculturation, mais d'acculturation grecque, et vont d'autre part, dans la vieille Grèce, la Grèce d'Europe, privilégier les cités qui peuvent se revendiquer d'une ancienneté et de représenter véritablement la culture. Il y a une lettre fameuse de Cicéron à son frère, qui était gouverneur de l'Asie mineure, donc d'une zone hellénophone, où il lui dit, parce que nous devons aux Grecs l'humanitas, nous devons nous comporter avec eux avec une humanitas toute particulière, avec un jeu sur humanitas. En latin, humanitas, ça peut être la culture, paideia en grec, et ça peut être la philanthropia, la bienveillance. Dans cette lettre, qui bien sûr est une lettre destinée à circuler, qui est une lettre de propagande, mais qui est quand même extrêmement intéressante, il y a l'idée que les Grecs peuvent espérer plus de bienveillance de la domination romaine parce qu'ils sont fondamentalement ceux qui sont à l'origine de la diffusion de la civilisation. Et c'est quelque chose qui continuera à jouer un rôle dans les rapports entre Rome et la Grèce et qui le fera de façon hiérarchisée avec un privilège accordé à la Grèce la plus ancienne et accordé à Athènes et qui culminera en quelque sorte avec l'Athènes d'Adrien, lorsque sera mis en place un système tout à fait particulier d'un panhellénion, où les grandes cités grecques se retrouvent, indépendamment de la division administrative en provinces, pour célébrer le culte impérial, dans Athènes devenant, tout en étant une simple cité libre, sous le contrôle bien sûr un peu lointain du gouverneur d'Achaïe, devenant une espèce de centre culturel reconnu par les Romains. C'est donc cette ambiguïté qui paraît particulièrement intéressante, avec d'un côté une acculturation imposée, mais associée à une intégration, y compris au niveau politique, et de l'autre côté, la reconnaissance d'une supériorité culturelle et une forme de relatif privilège hiérarchisé en fonction des liens profonds qui existent entre la partie de l'Empire qui parle grec et les origines de cette culture. Merci beaucoup, c'est tout à fait éclairant. On y reviendra bien sûr, mais je donne maintenant la parole à Mme Bastille Mouillère. Merci beaucoup. Écoutez, je vais vous donner quelques observations sur l'usage stratégique que les Chinois font de la culture. Depuis une dizaine d'années déjà, l'extension très rapide d'une présence culturelle chinoise multiforme sur tous les continents fait l'objet de nombreux commentaires, souvent critiques et même alarmistes, notamment aux États-Unis. Le premier institut Confucius, qui correspond à nos alliances françaises, a été ouvert à Séoul en 2004. Et aujourd'hui, on en compte plus de 500 dans 143 pays, avec plusieurs dizaines de milliers de professeurs. Plus de 100 millions d'étrangers y apprennent le chinois. Le nombre des touristes étrangers en Chine avoisine 100 millions aussi par an. Il y a des forums de toutes sortes organisés par les Chinois, des expositions de toutes sortes, des spectacles, des festivals de cinéma, des activités sportives. Les JO de 2008 ont été un grand succès. Des investissements très importants sont consentis dans des partenariats de production de films, notamment aux États-Unis, à Hollywood, où ils possèdent plusieurs compagnies importantes, sans que le public s'en doute. L'agence de Chine Nouvelle, l'agence de presse,
a 170 bureaux à l'étranger. La télévision chinoise a maintenant un réseau global avec 6 chaînes en langues étrangères, 2 en anglais, une en français, une en arabe, une en espagnol et l'autre en russe. Et il y a des équipes permanentes de reportage de télévision dans 70 pays. Chine Radio International émet 392 heures d'émissions par jour en 38 langues à partir de 27 bureaux à l'étranger et gère également environ 30 stations dans 14 pays destinées à des émissions pour les Chinois d'outre-mer. La Chine a accueilli en 2017-2018 500 000 étudiants étrangers de 204 pays dans 935 de ces établissements d'enseignement supérieur, dont 75 800 au niveau master et doctorat. La progression est actuellement de 10 à 15% par an et ces étudiants ne sont que 10% à recevoir une bourse du gouvernement chinois. Il y a aussi beaucoup de formations professionnelles pour les cadres des pays d'Amérique latine, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Et l'attractivité de la Chine est d'autant plus forte que la qualité des universités s'est très fortement améliorée. Depuis 2013, l'université Tsinghua à Pékin a produit plus d'articles figurant parmi les 1% des articles les plus cités en mathématiques et en informatique qu'aucune autre université au monde. Et elle a fourni 10% des articles, non, elle est au premier rang aussi parmi les 10% des articles les plus cités en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc elle dépasse MIT aux États-Unis. Dans l'offensive générale pour s'imposer comme référence culturelle en dehors du monde occidental, américain ou européen, il faut signaler aussi les efforts chinois pour diffuser de nouveaux critères internationaux pour changer les classements que le gouvernement chinois juge défavorables ou injustes à son égard. Il a donc créé des agences, notamment l'agence Dagong de notation financière, qui distribue des rapports, et le gouvernement chinois diffuse aussi de nombreux rapports alternatifs aux rapports américains ou européens, par exemple sur des questions comme les droits de l'homme. Le gouvernement chinois s'applique à diffuser des nouvelles définitions du vocabulaire en usage dans les relations internationales. Par exemple, la définition des droits de l'homme, celle de l'état de droit, celle du multilatéralisme, celle du système Internet, même celle de l'art ou de la culture, ou des biens de l'humanité. La Chine se présente comme une puissance conceptuelle et intellectuelle qui a l'ambition de devenir une puissance normative qui créera des nouveaux standards, de nouvelles normes techniques dans des secteurs extrêmement variés qui vont des réseaux ferroviaires aux installations portuaires, énergétiques, aux câbles sous-marins, aux téléphones mobiles, à l'Internet des objets. Un expert américain estime que la Chine dépense 10 à 12 milliards de dollars par an pour sa soft power, alors que les États-Unis n'y consacrent que 700 à 900 millions de dollars. De la part de la Chine, cette promotion internationale militante de sa culture nationale est tout à fait inédite. Il y a un peu plus de 2 siècles, l'empereur Tianlong écrivait au roi d'Angleterre qu'il voulait bien donner aux Anglais de la rhubarbe pour leur éviter la constipation, mais que la Chine n'avait aucun besoin de relations avec les pays étrangers parce qu'elle se suffisait à elle-même. Et au XIXe siècle, quand les pays occidentaux ont encouragé la Chine à se montrer dans les expositions internationales, par exemple, ça ne l'intéressait pas du tout. Et c'est seulement en 1904, à Saint-Louis, parce que l'insurrection des Boxers avait plutôt porté un mauvais coup
à la réputation de pays civilisé de la Chine que l'impératrice Cixi a fait envoyer son portrait dans un train blindé, escorté par un cortège de mandarins en costume. Mais en réalité, c'est seulement après la conférence de Versailles de 1919, où la Chine avait subi une humiliante déception, que le gouvernement chinois a pris conscience qu'il fallait mener une politique culturelle extérieure pour améliorer l'image de la Chine, la faire connaître et reconnaître en appuyant l'action de sa diplomatie. Et c'est ainsi que le président de la République chinoise a subventionné la création d'un institut des hautes études chinoises à la Sorbonne en 1920, dans le but de diffuser la connaissance de la Chine présente et passée parmi les cadres et le public européen. Ce n'était pas destiné seulement aux Français, mais tous les Européens pouvaient venir écouter des conférences. Cette politique culturelle extérieure a été continuée et un peu étendue par le gouvernement national de Chiang Kai-shek après 1927, mais avec des moyens limités. Elle a été maintenue par Chiang Kai-shek après son repli à Taïwan en 1949, et aujourd'hui, Taïwan pratique dans ce domaine une démarche active, efficace, innovante et libérale qui met en avant à la fois les spécificités culturelles de l'île, mais aussi le patrimoine de la civilisation chinoise dans son ensemble et dans toutes les interprétations qu'on peut lui donner, sans exclusive. Les moyens mis en œuvre par l'État taïwanais ne sont pas considérables, mais une grande partie de l'action, d'ailleurs, émane directement de la société civile, sans intervention du gouvernement. Au contraire, en Chine populaire, depuis 1949, le gouvernement communiste a pratiqué pendant longtemps une politique culturelle extérieure qui exaltait exclusivement les réalisations du nouveau régime, en n'y consacrant pas beaucoup de moyens, parce qu'il n'en avait pas beaucoup. Le tournant qui a été pris depuis 2007 pour affirmer que la Chine est non seulement une superpuissance économique et militaire, mais aussi une superpuissance culturelle, dont les réalisations et les valeurs sont différentes de celles de l'Occident et mieux adaptées aux besoins globaux de l'humanité, ce tournant est radicalement nouveau. Correspond-il cependant à une résurrection d'anciens thèmes ou d'anciennes pratiques de la pensée ou de l'histoire politique chinoise? On lit souvent, aussi bien dans les commentaires chinois que dans les commentaires étrangers sur la Chine, que, à la différence de l'Occident et d'autres civilisations, notamment la civilisation musulmane, la Chine possède une profonde tradition de pacifisme, que la valeur centrale de sa culture est He, qui signifie à la fois paix, harmonie et unité, et aussi Zhen, qui signifie amour de l'autre, tolérance. La Chine n'aurait jamais envahi et conquis d'autres peuples par les armes. C'est la qualité et la supériorité de sa culture qui les aurait rassemblés volontairement autour d'elle. Ce récit est largement une légende, une construction ou un rêve. Dans les textes canoniques des classiques et dans les histoires, il est bien clair que le pouvoir se conquiert en Chine à dos de cheval et à la pointe de l'épée. Le premier pouvoir constitué, dont on garde d'ailleurs la trace matérielle, celui de la cité-palais de la royauté Shang ou de l'empire Shang au XIVe siècle avant notre ère, ce pouvoir est fondé sur la possession d'armes de bronze. C'est pour conserver le pouvoir, pour le faire durer, que la diffusion d'une culture qui pacifie les esprits, les rapproche les uns des autres, est utile et même indispensable et a été développée par un certain nombre d'anciens penseurs chinois. Le premier devoir du pouvoir,
c'est d'éduquer le peuple, les élites comme les gens ordinaires, pour qu'ils soient faciles à gouverner. Si on prend une vue cavalière de l'évolution historique de la Chine, c'est une dynamique guerrière qui a entraîné les principautés antiques fondées sur une hiérarchie de cultes familiaux, sur la voie de l'État unifié et centralisé qui fut imposé par les armes du premier empereur en 221 avant notre ère. Le fond de l'identité Han, c'est-à-dire les Chinois ethniques, s'est constitué pendant les 4 siècles de la dynastie Han. Et c'est de cette dynastie Han que cette ethnie des plaines centrales a pris son nom. Et ceci entre 206 avant notre ère et 226 après notre ère. Et c'est excusez-moi. Cette identité, elle s'est créée par une rhétorique centralisatrice des lettrés qui insistait sur le rôle du rituel et sur la place centrale de la pensée et de la morale confucienne. Mais cette culture n'était pas exportée. Dans les relations avec les tribus nomades, qui à cette époque-là étaient les Xiongnu, les ancêtres des Huns qui nous ont envahis et qui attaquaient sans cesse l'Empire, les Han utilisaient la force. Ils construisaient des murailles de défense. Ils tentaient de sceller des alliances avec ces barbares en envoyant à leurs chefs des femmes, des soies, des vêtements, du riz et des aliments pour qu'ils se tiennent tranquilles. Et dans ces alliances, les barbares étaient en réalité à égalité avec les Chinois. On distinguait un espace intérieur impérial qui tendait à l'homogénéité et un espace extérieur de population indépendante. Dans l'espace intérieur, les régions de la périphérie la plus éloignée échappaient partiellement à la domination du centre unique. Et au cours des divisions et des reconquêtes de l'Empire, dans un premier temps, à la suite d'une victoire militaire, le territoire conquis était confié à la direction de son ancien souverain ou à des membres de son élite traditionnelle, moyennant une allégeance et des titres appropriés, et aussi le versement périodique d'un tribut de céréales, d'argent ou par des corvées. Dans une deuxième étape, le territoire était arrivé à un degré plus avancé de soumission à la suite de nouvelles campagnes militaires et il était alors redécoupé en nouvelles unités administratives qui étaient confiées à des chefs indigènes locaux intégrés au système chinois et qui payaient aussi un tribut ou fournissaient des hommes pour l'armée ou les travaux. Et lorsque la conquête militaire était totale et que les colons Han s'étaient installés en grand nombre et avaient épousé des femmes locales, alors le territoire était intégré dans le système ordinaire des préfectures et des sous-préfectures, un peu comme dans l'Empire romain, et dans le discours lettré, ce processus était décrit comme la manifestation d'une grande vertu, d'une grande bienveillance de l'empereur. Et ce système a fonctionné sous les Han, les Song, les Ming, les Qing, surtout pour les provinces du Sud. Il y a aujourd'hui des philosophes chinois pour penser que l'essence de la Chine, c'est sa culture. Par exemple, Chen Lai, qui est le doyen de la faculté de philosophie à l'université de Tsinghua, écrit que ce qui fait le chinois, ce qui fait la nation chinoise, est d'ordre culturel, d'ordre spirituel. Le caractère spirituel et la poursuite de valeurs
de la culture chinoise ont maintenu en vie la nation chinoise pendant des millénaires, et cela reste aujourd'hui, comme pour demain, notre grande force spirituelle pour continuer de progresser. C'est toute cette spécificité qui constitue, dit-il, l'esprit chinois que nous devons aujourd'hui promouvoir. Le socialisme aux couleurs chinoises est le résultat, à son avis, du développement historique de cette culture et se nourrit de cette culture. Par ses valeurs, toutes fondées sur l'homme, et des valeurs qui œuvrent pour la tranquillité des âmes et l'élévation d'esprit, ainsi que pour l'harmonie sociale, ces valeurs qui sont la bienveillance, la sincérité, la fidélité, la justice, la droiture, et par ses capacités aussi de traiter de situations complexes, cette culture chinoise apporte, et je cite, le programme de la Chine en réponse aux problèmes de l'humanité, et cette culture doit relativiser le statut de la culture occidentale, mettre fin au colonialisme intellectuel qui a régné sur le monde jusqu'ici. Mais en même temps que ce discours d'un philosophe éloquent qui rassemble un peu aux lettrés de l'époque Han, il faut prêter attention au discours d'un livre très répandu qui a paru en juin 2017 et qui, actuellement, dans les grandes librairies chinoises, est au premier rang des étalages à côté des œuvres de Xi Jinping. Ce livre en est déjà à sa 5e édition. Il a paru avec le sous-titre anglais « The State Strategy ». Mais le titre chinois, c'est « Daguo Zhanlue », ce qui veut dire « la stratégie d'un empire, d'un grand pays ». Le mot « Daguo », ça veut dire en chinois littéralement « un grand pays ». On le traduit, les traducteurs actuels le traduisent par « grande puissance ». Mais il faut savoir qu'en chinois, il n'y avait pas traditionnellement de mot pour désigner l'empire. Le mot qui désignait un empire, c'était Daguo, un grand pays. La Chine était un grand pays et le Vietnam n'était pas reconnu par la Chine comme un grand pays, mais à son usage interne, il s'appelait l'Empire d'Annam en utilisant ce mot de Daguo. Et quand les étrangers, les Anglais, les Français sont arrivés en 1840 sur le territoire chinois, ils ont exigé d'être appelés aussi Daguo, empire, pour montrer qu'ils étaient à égalité avec la Chine. Donc il s'agit de la stratégie d'un empire. L'auteur, Jin Yinan, est un général de division qui enseigne à l'Université de défense de l'Armée populaire de libération, c'est-à-dire à peu près l'école de guerre. Et le recueil contient une série d'articles sur la stratégie que doit adopter la Chine au plan mondial et plaide pour une présence et un rôle actif et même un rôle prépondérant dans la politique mondiale conforme à la vocation du Daguo, à la vocation de l'empire qu'est la Chine. Et dans ce recueil, il y a un article fort intéressant du général Zhao Pi, qui est membre de la commission centrale de réforme de l'armée que Xi Jinping a mise sur pied. Cet article est intitulé « Examen et renaissance de l'esprit militaire de la nation chinoise ». Et cet article explique que l'esprit militaire est la moelle épinière d'une grande nation. C'est l'esprit militaire qui a permis à la Chine de traverser les siècles mieux que toute autre civilisation, mieux que les Babyloniens, les Égyptiens ou les Indiens. Lorsque cet esprit militaire s'est affaibli en Chine, la nation a été en danger pendant 140 ans, depuis 1840. Mais depuis le début du XXe siècle, cet esprit militaire a connu une renaissance
qui a permis le relèvement national, et il faut maintenant continuer à le cultiver, le répandre dans toutes les catégories de la population, et il se lamente parce qu'il a l'impression que les petits Chinois ne sont plus n'honorent plus les armes comme ils devraient le faire. Il est indispensable à la vocation de guide mondial qui est celle de la Chine de développer cet esprit militaire. Les armes, dit-il, sont indispensables pour affermir ce rôle mondial, mais il ne s'agit pas d'un esprit d'agression, comme ce fut le cas de l'esprit militaire chez les autres nations. C'est un esprit pacifique. Mais la puissance, rappelle-t-il, c'est d'abord celle des armes. Et je dois dire que dans les textes que diffuse l'école de guerre chinoise, on commente les phrases de Xi Jinping, et en 2014, il a dit il faut que la Chine devienne une superpuissance culturelle, il faut que vous racontiez la Chine de telle façon que le monde entier s'en rende compte et non pas cherche à l'imiter, mais cherche à se rapprocher d'elle. Parce qu'en réalité, ce soft power, c'est pour se gagner des alliés. Merci infiniment, cher ami. Vous m'ouvrez, outre que nos stagiaires sont très fermement invités à publier autant que possible, à publier, donc vous voyez les best-sellers qui nous attendent, n'est-ce pas? Bon, mais vous avez fort bien préparé les quelques mots que je voudrais dire en conclusion de cette première phase de la table ronde sur les limites du soft power occidental. En effet, la notion de soft power a relancé notre problématique en l'infléchissant, n'est-ce pas, d'une façon intéressante. Vous savez que cette notion a été théorisée d'abord aux États-Unis, maintenant une vingtaine d'années, par une spécialiste fort connue, Anne Slaughter. Et le soft power, c'est plus large que la culture du point de vue qui nous intéresse ce soir. C'est aussi l'information au sens des réseaux d'information et de l'informatique au sens large. C'est une notion qui réunit au fond culture et civilisation, mais avec le mot power. Le mot power est bien là. Il est revendiqué. D'ailleurs, Anne Slaughter, qui par la suite dirigeait un département de State Department aux États-Unis, a publié un article dans lequel il dit finalement soft power, hard power, alors qu'elle n'avait pas dit exactement la même chose quand elle était professeure d'université. Au fond, ce sont les deux faces d'une même médaille, ce qui est, je crois, profondément réaliste. Et d'autre part, ça se présente évidemment comme différent du hard power, mais ça ne l'est pas forcément autant que ça. Le mot soft power veut s'opposer à hard power, vous l'avez indiqué, et on va voir que c'est moins simple. Et vous avez aussi montré que ça peut être moins simple dans le cas chinois. D'autant plus que d'autres phénomènes récents viennent encore compliquer la chose. D'une part, la mondialisation, qui est compétitive, bien entendu, qui fait que les arts culturels, maintenant, s'interpénètrent. Vous mettez devant un ordinateur ou un appareil de télévision perfectionné, vous avez tous les programmes, toutes les langues, y compris des programmes chinois en langue européenne, etc. Vous pouvez, de votre bureau, de votre salon, avoir sous les yeux des émetteurs au sens intellectuel du terme, n'est-ce pas, des différentes cultures et systèmes de valeurs mondiaux. Il faudrait ajouter, mais là on s'écarterait un peu du sujet, le règne dominant du marché libéral. C'est très frappant, mais c'est un peu en ordre d'autre sujet, si on prend le cas du marché de l'art, qui a complètement transformé la notion de transmission artistique et d'influence artistique. On ne peut pas entrer là-dedans. Il est évident que la mondialisation implique des rivalités de systèmes de valeurs. C'est évident désormais à l'ONU. Également des confrontations, c'est peut-être un mot plus juste, des confrontations, des juxtapositions, des oppositions de traditions culturelles. Elles reviennent maintenant
derrière l'illusion d'un monde occidentalisé, on trouve Confucius, on trouve les traditions de l'Inde, de l'islam, etc., etc. Et il n'y a pas que ça. Étudiez un peu les travaux de l'UNESCO et vous verrez très bien cette multiplicité de cultures, de systèmes de valeurs. Ça fait partie des ambiguïtés de la mondialisation qui, d'un côté, globalise et rassemble le monde d'une certaine façon. Certains disent le monde va ainsi vers son unité un jour, et qui en même temps exacerbe les oppositions dont on n'avait pas vraiment conscience. Les Occidentaux se réveillent, ils ne sont pas seuls sur le plan culturel, n'est-ce pas? Ça a été très clair dans les exposés précédents. Bien entendu, on assiste toujours à la diffusion, au développement des actions culturelles traditionnelles. On continue tout ce qui a été dit dans le domaine de l'influence culturelle, mais on a quand même quelque chose maintenant de plus dur avec le soft power, qui a été lancé d'abord aux États-Unis avec les nouveaux médias. Les réseaux d'information contrôlés, bien entendu. Les serveurs étaient aux États-Unis, sont aux États-Unis, jusqu'à ce que la Chine commence à établir ses propres serveurs avec un firewall. En Chine, vous n'accédez pas aux grands réseaux, Google, etc. Ils ont leur propre système où ils contrôlent en tout cas l'accès aux systèmes étrangers. Avec des conséquences économiques et culturelles absolument fondamentales, il est incontestable que ce système de réseau, tel que les États-Unis, les premiers, les ont développés, constitue un facteur non seulement d'influence culturelle, d'influence de civilisation, je dirais, mais aussi un facteur de puissance, avec la réaction très vigoureuse qui vous a été rappelée de la Chine. Si on prend le mot de culture au sens large que j'avais indiqué au départ, on a vraiment désormais une relation réciproque, culture-puissance, puissance-culture. Ça me paraît tout à fait évident. Mais le web fait que l'Occident n'est pas le seul à jouer ce jeu. Il y a eu une période dans laquelle on a pensé, à la suite du théoricien canadien Marshall McLuhan, que, au fond, les nouveaux moyens de communication, radio, télévision, Internet, si vous voulez, étaient même plus importants que la diffusion de leur contenu. Comme disait McLuhan, le message, c'est le médium. Ce qui est important, c'est le moyen de transmission du message, parce qu'il atteint ce qu'il appelait le village global. C'est ça qui est plus important que le contenu, qui est finalement secondaire à côté de la force de pénétration des moyens modernes. La seule chose, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que l'homogénéisation technique n'entraîne pas l'homogénéisation culturelle. C'était une illusion de penser que le message, c'était le médium. Le médium actuel, les médias actuels, favorisent au contraire la diffusion de messages multiples, contrairement à ce que pensait McLuhan. Le cas chinois est tout à fait éclairant, et le cas français est aussi intéressant, à contrario. La France continue à diffuser un modèle plutôt d'influence. En même temps, elle est très attentive aux enjeux. Je prendrai l'exemple de la terminologie. Il est évident que le français n'a pas aujourd'hui le même rayonnement mondial que l'anglais, n'est-ce pas? C'est tout à fait clair. Mais il y a des autorités administratives et même une autorité de la terminologie qui se battent pour qu'au moins tous les nouveaux développements techniques, scientifiques, etc., aient une traduction en français. Il y a des dictionnaires de terminologie, discipline technique ou scientifique par discipline technique ou scientifique, des petits bouquins vous donnent très exactement la traduction en français, même si par facilité et pour les contacts avec l'extérieur, on utilise souvent le mot anglais. Mais on se bat sur ce front qui est absolument essentiel. La dernière victoire a été d'imposer en France le mot ordinateur, hein, au lieu, mais c'est la dernière victoire grand public. Depuis, on emploie des mots britanniques. Et je dirais que, pour conclure, étant donné qu'on sent, d'autre part, question culturelle actuellement tendance à reculer par rapport aux problèmes de civilisation, aux problèmes économiques, aux problèmes de diffusion, de contrôle de l'information, etc., l'avenir de la question, ça c'est une question que je pose,
c'est pas tant le siècle du président Xi après le siècle de Périclès, c'est pas ça qui va se passer, n'est-ce pas? C'est le fait que dans la relation culture-puissance, le facteur puissance, après une période où les deux facteurs, disons, se correspondent à peu près, le facteur puissance, ou hard power, si vous voulez, va prendre de nouveau de plus en plus d'importance. Je crains que nous n'entrions dans une phase où le hard power sera plus important que le soft, ou, si vous voulez, comment dirais-je, la puissance par rapport à la culture. D'une certaine façon, dans une école de guerre, je dirais que les affaires reprennent, n'est-ce pas? Bon, je vais maintenant peut-être, si vous êtes d'accord, susciter on a tout à fait le temps, un très rapide échange entre nous pour peut-être compléter, et ensuite donner la parole à la salle. Alors, je retiens comme première conclusion synthétique, primo, que le sujet est vraiment justifié. Il me semble que les 3 exposés que nous avons entendus, en dehors de l'introduction de la conclusion que je vais pu faire, montrent que le sujet est pleinement justifié. Il peut être traduit également par l'opposition que vous avez faite entre, qui a été reprise dans les 2 autres cas concrets étudiés, entre persuasion et domination. Persuasion-domination, avec des relations évidemment tout à fait complexes. Ce sont des processus, en effet, ce ne sont pas des relations simples, ce sont chaque fois des processus. J'étais également très frappé par le fait qu'il y a un élément qu'on retrouve dans tous les cas, la Grèce par rapport à Rome, les États-Unis, la Chine, la France, on a encore parlé dans la presse récemment, c'est le rôle des universités. Le rôle des universités où on forme les jeunes gens, disons, aux hautes sciences, aux hautes savoirs. Bon, et ce sont des enjeux essentiels qu'on voit très bien actuellement. La compétition que se livrent les universités pour attirer les étudiants étrangers les plus brillants, qui ensuite reviendront. Enfin, ça crée des liens extrêmement riches, complexes. C'est un enjeu tout à fait essentiel, et ça s'est dégagé des différents exposés. D'autre part, il est tout à fait clair que la culture scientifique fait absolument partie de l'ensemble culturel. Il faut éviter d'oublier cet aspect. Parfois, les littéraires, entre guillemets, auraient tendance à faire. Non, la culture scientifique fait pleinement partie de ce ensemble. Et dernier point que je soulignerai, c'est l'importance des normes, qu'elles soient des normes techniques, scientifiques de toute nature, des normes d'évaluation, de la terminologie, la réécriture, enfin la redéfinition par la Chine des termes droits de l'homme, multilatéralisme, état de droit, tout à fait fascinant. Je terminerai en rappelant que puisqu'on célèbre son anniversaire le mois prochain, de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à laquelle la France avait quelque peu contribué, la commission qui, à l'ONU, suivait les travaux était présidée par la veuve du président Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Et le représentant chinois, qui était encore à l'époque la Chine, disons, nationaliste, qui est fort cultivé, a dit lors de la dernière réunion, écoutez, je vais signer ce texte, même s'il est tout imbibé uniquement de valeurs occidentales, je le signe, j'accepte, je le signe. Mais, a-t-il dit à Eleanor Roosevelt, relisez Confucius. Voilà, je vous cède maintenant la parole. Non, moi j'aurais juste voulu poser une question à Marianne Bastide-Brugère. Pourquoi est-ce que la Chine, effectivement, était considérée comme un pays, disons, qui se suffisait à lui-même, hein, et vous décrivez cette volonté d'expansion culturelle assez récente, finalement. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée que le monde a changé et qu'aujourd'hui, pour être un grand pays, on doit être globalisé, avoir une action partout. Bon, autrefois, au temps des Han ou des Song ou des Ming, ils vivaient dans leur univers voisin, en Asie orientale, et ils considéraient qu'ils devaient avoir de l'influence, et ils avaient effectivement de l'influence. Il y avait des cercles
le pays lui-même était sous la domination directe de l'empereur. Et puis autour, il y avait le Vietnam, la Corée, etc., qui envoyaient des tribus tous les ans, d'autres la Birmanie tous les 2 ans, la Thaïlande tous les 3 ans, etc. Donc il y avait des cercles concentriques. Aujourd'hui, ce genre-là de domination, ils ont pensé, au moment de Deng Xiaoping, sa première préoccupation, à mon avis, c'était de rétablir ce pouvoir de la Chine en Asie orientale. Maintenant, ils en sont à une autre étape. Ils ont dépassé les États-Unis au point de vue économique. Au point de vue militaire, pas encore, mais enfin quand même leur force s'est quand même considérablement accrue. Et ils estiment que dans la situation actuelle, c'est une domination globale sur le monde entier, d'autant plus qu'ils ont le sentiment que les peuples en Afrique, en Amérique du Sud et dans le Moyen-Orient aussi attendent leur secours, que ces peuples n'ont plus rien à attendre des États-Unis, hein, et la présidence de Trump pour l'influence des États-Unis, c'est une catastrophe. Hein. Et même si ça rend la vie difficile aux Chinois, parce que comme on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, c'est un peu difficile. Mais ça leur ouvre un horizon plus large. Et bon, actuellement, leur premier souci, c'est de dépasser la barrière du Pacifique. Là, ça les gêne. Mais avec le Japon se rapproche d'eux, et c'est d'être les maîtres du Pacifique. Et d'être les initiatives des routes de la soie maritime et continentale, c'est la même chose, c'est le tour du monde. Bon, les États-Unis ne sont pas dedans, mais comme ils tiennent la dette des États-Unis, c'est eux qui ont tous les... Ils ont une somme, et ils tiennent entièrement les États-Unis, ils tiennent sa dette. Donc ils attendent, ça ne fait rien. Et en réalité, ils ne mentent pas en disant qu'ils sont pacifistes, parce qu'effectivement, s'ils partaient en guerre, ça serait très compliqué à l'intérieur. Mais ils veulent dominer. Ouais, et ils pensent que ça doit marcher. Et que ça comporte cet aspect, cet aspect de discours. Ce qui est frappant, c'est l'idée de dire faites un récit de la Chine. Donc c'est bien l'idée qu'on vous raconte un conte, hein, sur une gentille Chine. Jean-Louis Ferrari, vous avez peut-être, cher confrère. Alors, est-ce que l'un des thème que j'avais retenu, c'était l'idée de la conscience d'une supériorité de la race Han en Chine. Ça correspond réellement à... Non, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Oui, oui. Hein, mais profondément, oui. Hein, ils se considèrent... les Blancs sont mauvais, les Noirs aussi, d'ailleurs. Mais c'est quelque chose, ça c'est rentré. Mais en réalité... oui, c'est quand même un élément également de... Ah oui, c'est un élément profond, mais actuellement, non, on ne l'exprime pas du tout. Oui, oui. On l'a exprimé à certains moments. Mais actuellement, bon, si dans le peuple, il peut y avoir des gens derrière votre dos qui vous disent grand nez ou choses comme ça. Mais... dans le discours est extraordinairement contrôlé. Le contrôle politique qui s'exerce sur la presse, sur tout ce que les gens écrivent, même sur l'Internet, etc., c'est inimaginable. Ça, même du temps de Mao, ça n'a même jamais été comme ça, parce que comme l'Internet n'existait pas, il ne pouvait pas... Il faisait ouvrir les lettres, mais enfin, on écrivait moins. Et d'autre part, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de culture étrangère vis-à-vis de laquelle la Chine se reconnaisse une dette
Il y a le problème, je pense, du bouddhisme et de la Non, mais religion. il faut distinguer complètement ce que disent les officiels, Oui, oui. ce qui est la ligne officielle, et ce que pensent réellement les Chinois. Bon. Ça, c'est autre chose. J'étais là il y a 3 semaines, j'ai eu des discussions très libres, hein, et ils sont terrifiés par la présentation de la Chine, ce récit de la Chine que le gouvernement veut leur faire tenir, en pensant qu'on risque d'aller à un affrontement militaire dont ils ne veulent pas, et que, d'autre part, c'est complètement faux, qu'on ne dit que des bêtises. Hein. Donc, on est dans un système complètement biaisé, mais il faut faire très attention, parce que le gouvernement est très puissant et a des moyens de rétorsion sur les intellectuels, surtout sur les journalistes, sur sa bureaucratie elle-même, qui sont terrifiants. Je propose que nous ouvrions la discussion, enfin, toute la condescendance responsable de la table ronde, pardonnerai le choix des termes qui m'allons contre eux, enfin, que nous invitions le public à poser ces questions. Je serais heureux que l'on nous aide, étant donné que nous avons la lumière dans les yeux, à bien distinguer les mains qui se lèvent pour pouvoir donner la parole. Oui, je vous en prie. Bonsoir, commissaire Pison. J'avais une question sur la notion de soft power et de hard power, et surtout de soft power. Autant le hard power, on comprend que le mettre en œuvre implique une volonté particulière d'un État. Le soft power, notamment la partie culturelle, est-ce que pour vous, ça implique nécessairement une politique volontariste ou simplement on laisse faire un peu les choses? Vous preniez l'exemple de l'occidentalisation du monde dans le XVIIIe et XIXe siècle, le XXe siècle. Est-ce que ça a participé d'une volonté de ces nations ou simplement les choses se sont faites naturellement sans une politique volontariste? Et particulièrement actuellement, est-ce que, au-delà de la Chine, on a bien compris, d'autres pays ont une politique volontariste sur ce facteur soft power culturel? Merci. Alors, bon, c'est une très vaste question. Je vais commencer à répondre, mais bien entendu, vous compléterez si vous le souhaitez. Là, je prendrai l'exemple de la présence espagnole en Amérique latine. Disons que ça s'est passé avec... disons que la volonté d'influence a été religieuse. On a converti. Bon. Mais en dehors de ça, ça a été une relation beaucoup plus spontanée et pas dirigée de Madrid, n'est-ce pas? Bon. Alors, en revanche, dans le cas de la colonisation française, elle se distingue de la colonisation britannique dans le cas africain. C'est très net. Elle est plus directive sur le plan culturel. Jules Ferry proclame très clairement à partir de 1880 un idéal colonisateur qui est une expression, je dirais, musclée du soft power, parfaitement vectorisée, n'est-ce pas? Je pense répondre ainsi à votre question. Donc vous avez les deux cas de figure, mais dans le sens actuel, celui d'Hans Sauter, par exemple, le soft power, c'est une stratégie. On va convaincre, on va persuader par des moyens qui sont soft, qui sont l'information, la diffusion de l'information. Si vous prenez les fondations américaines, c'est très net, nous avons tous participé à des programmes de recherche financés par elles. Il y a des orientations. Ce sont des orientations larges. On ne va pas vous dire vous faites ci, vous faites ça, mais vous aurez des programmes. Enfin, les grandes questions sociétales sur, je dirais, le contrôle des naissances, sur le statut de la femme, etc., etc. Si vous regardez bien, elles ont été lancées très souvent au départ par des fondations américaines, avec un sens, avec une direction, un vecteur, disons un vecteur, n'est-ce pas, ou un nuage de points se concentrant sur un vecteur. Voilà. J'espère répondre à peu près à votre question. Donc, c'est quand même, si ce n'est pas vectorisé, vous n'avez pas power, vous avez l'action culturelle. Bon, si c'est avec une volonté stratégique d'arriver à un effet quelconque, même si c'est un effet très large, diffuser des valeurs, mais orientant le monde dans un certain sens, c'est quand même le soft power, n'est-ce pas? Il faut le savoir. Voilà. On passe à la question. Non, moi j'aurais un commentaire là-dessus.
une bonne stratégie de soft power doit reposer en partie sur une action gouvernementale dirigée, soutenue financièrement, comme font les États-Unis, mais pour une autre partie aussi, par l'initiative spontanée de la société civile. Et bon, si vous prenez la soft power française, bon, il y a une partie qui est financée par le Quai d'Orsay ou par d'autres, l'éducation nationale, d'autres organismes d'État, mais il y a beaucoup de choses qui se font par des rapports de société à société. Et si la France a une certaine influence culturelle ou plus importante que d'autres pays, c'est pour cette raison. Et de même pour les Anglais. Et ce qui ne va pas dans le cas chinois, parce qu'il y a eu beaucoup d'évaluations sur les effets de leur... c'est que toute leur action est dirigée par le gouvernement et que de la société elle-même, il y a eu un moment, quelques années, mais dans les années 90, où il y avait des échanges réels de société à société. Maintenant, c'est fini. Il y a 2-3 artistes qui font semblant d'être indépendants, mais qui ne le sont pas. Il n'y a pas de chanson populaire. Je voulais juste ajouter, pour répondre à monsieur, que je pense que vraiment la culture européenne, quand elle s'est diffusée à partir du début du 19e et du début du 20e, plutôt dans les pays comme la Chine, avait vraiment un aspect de conviction, un aspect militant. Et c'était vraiment volontaire. Et il s'agissait de diffuser une culture qu'on considérait, ou qu'on considère encore pour certains d'entre nous, comme universelle, et donc d'apporter des valeurs de civilisation universelle, comme certaines émancipations, par exemple, à tous les peuples de la Terre. Donc c'était vraiment une sorte de conquête en forme de mission, comme on a eu l'habitude d'en faire en Occident, d'un point de vue religieux à certaines époques et autres. C'était vraiment militant. Merci beaucoup. Autre question? Ce sera la dernière question. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Capitaine Frédéric Pascot, j'ai une question concernant la francophonie. Les stratégies le soft power nécessitent un investissement relativement important. La Chine, effectivement, qui dépense beaucoup de moyens. Ou alors cette stratégie de soft power a nécessité beaucoup de temps avant de se mettre en place et potentiellement d'avoir une efficacité certaine. Aujourd'hui, on a des outils notamment très forts comme la francophonie, je parle évidemment pour la France. Et du coup, pensez-vous que, la francophonie peut être un outil de soft power pour la France? Et si oui, pensez-vous que la France l'utilise à bon escient? Je commence en me risquant. Je suis pessimiste en ce qui concerne la francophonie. J'ai une réponse, je pense, très directement, commandant, car il faut accompagner la promotion de la langue par une expansion, je cherche le mot, une diffusion économique, scientifique, technique. L'anglais, c'est pas difficile, parce que vous avez tout, l'ouverture. Même sur le plan universitaire, vous publiez un livre en anglais scientifique, dans notre domaine. Vous avez automatiquement 800 bibliothèques universitaires de langue anglaise qui vont l'acheter. 800 exemplaires vendus dès la première seconde, c'est en anglais. Si c'est en français, c'est le bid, assuré. Donc nous autres, nous commençons de plus en plus à publier en anglais. En tout cas, les colloques, ça, on publie en anglais, parce que sans ça, c'est pas... Bon, nos amis italiens ont compris, ils publient systématiquement en anglais dès qu'ils veulent avoir un écho international. C'est-à-dire qu'il faut une masse critique de production, bien entendu universitaire, scientifique, mais également une masse critique, je dirais, économique, technique. Il faut une puissance... il y a des pays en Europe qui sont extraordinairement innovants. La Suisse et la Suède figurent au top avec la Grande-Bretagne dans les échelles d'innovation
par rapport au PIB et également au nombre d'habitants, n'est-ce pas, les prises de brevets, etc. Mais tout brevet suisse, c'est d'abord diffusé en anglais dans les pays anglophones. La Suède, c'est pareil, bien entendu. Bon. Là, c'est une limite structurelle de la francophonie, parce que nous n'avons plus, je dirais depuis la Première Guerre mondiale, et en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, la surface générale, globale, soutenant vraiment la francophonie dans le sens large. D'autant plus que la politique francophone, à la différence de la politique allemande, ça a été extrêmement intéressant, ça mène un peu dans le même cas, les Allemands dans leurs instituts, etc., visent à enseigner l'allemand à des élites qui entreront ensuite en contact professionnel avec des firmes allemandes et qui éventuellement d'ailleurs viendront travailler en Allemagne, feront une partie de leur carrière en Allemagne. Les Français continuent à avoir une vision générale. On diffuse le français de façon quantitative. Je caricature, mais plus qualitatif pour les Allemands, plus quantitatif chez nous. Moyennant quoi, les Allemands sont assurés d'avoir dans tous les pays avec lesquels ils font des affaires au sens... avec lesquels ils ont des échanges, ils ont toute nature, des gens sur place capables de servir d'intermédiaires, de truchement. L'allemand n'est pas une langue facile. Hein, bon. Et nous avons certes davantage de gens de par le monde qui apprennent le français, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi bien placés sur le plan stratégique. Ça, c'est une limite de la francophonie qui, là, n'est pas une limite structurelle, mais une limite stratégique, parce qu'on n'a pas conçu peut-être de la façon que moi j'aurais conseillé. J'espère répondre à peu près à votre question. J'ai cru comprendre, mais là je peut-être mal entendu, je crois qu'il faut achever, colonel. Malheureusement, on va devoir rendre l'amphi, professeur. Comment ? On va devoir rendre l'amphithéâtre, oui, professeur. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je pense que nous espérons avoir pu intéresser et répondre à vos préoccupations. Et nous vous remercions de vos questions. Je vous remercie au nom de l'Assemblée de ce soir, tous les quatre, pour ces éclairages sur les relations entre les cultures et les puissances au travers de tous ces siècles et cette ouverture sur la mondialisation et la globalisation actuelle. Merci beaucoup à tous les quatre.